Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Chapitre 26. Axel s'égare. Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien, et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre. Si la moyenne des difficultés ne s'accroissait pas, nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but. Et quelle gloire alors! J'en étais arrivé à faire ces raisonnements à la Lindenbrock. Sérieusement, cela tenait-il au milieu étrange dans lequel je vivais? Peut-être. Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même d'une effrayante verticalité, nous engagèrent profondément dans le massif interne. Par certaines journées, on gagnait 1 lieue et demie à 2 lieues vers le centre. Descentes périlleuses, pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles. Cet impassible Islandais se dévouait avec une incompréhensible sans-façon, et grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi, dont nous ne serions pas sortis seuls. Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour, je crois même qu'il nous gagnait. Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau. Qui s'enferme entre 4 murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles, sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes. Pendant les 2 semaines qui suivirent notre dernière conversation, il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté. Je ne retrouve, dans ma mémoire, et pour cause, qu'un seul événement d'une extrême gravité. Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail. Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de 30 lieues, c'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête 30 lieues de rocs, d'océans et de continents et de villes. Nous devions être alors à 200 lieues de l'Islande. Ce jour-là, le tunnel suivait un plan peu incliné. Je marchais en avant, mon oncle portait l'un des 2 appareils de Ruhmkorff et moi l'autre. J'examinais les couches de granit. Tout à coup, en me retournant, je m'aperçus que j'étais seul. Bon, pensai-je, j'ai marché trop vite. Ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route. Allons, il faut les rejoindre. Heureusement, le chemin ne monte pas sensiblement. Je revins sur mes pas. Je marchais pendant un quart d'heure. Je regardais. Personne. J'appelais. Point de réponse. Ma voix se perdit au milieu des caverneux échos qu'elle éveilla soudain. Je commençais à me sentir inquiet. Un frisson me parcourut tout le corps. Un peu de calme, dis-je à voix haute. Je suis sûr de trouver mes compagnons. Il n'y a pas de route. Or j'étais en avant. Retournons en arrière. Je remontais pendant une demi-heure. J'écoutais si quelque appel ne m'était pas adressé. Et dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin. Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtai. Je ne pouvais croire à mon isolement. Je voulais bien être égaré, non perdu. Égaré, on se retrouve. Voyons, me répétai-je, puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre. Il suffira de remonter encore, à moins que, ne me voyant pas et oubliant que je les devançais, ils n'aient eu l'idée de revenir en arrière. Eh bien, même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai, c'est évident. Je répétais ces derniers mots comme un homme qui n'était pas convaincu. D'ailleurs, pour associer ces idées si simples et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long. Un doute me prit alors. Étais-je bien en avant? Certes. Hans me suivait, précédant mon oncle. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour rattacher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit. C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route. D'ailleurs, pensais-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider dans ce labyrinthe, et qui ne saurait casser, mon fidèle ruisseau. Je n'ai qu'à remonter son cours, et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons. Ce raisonnement me ranima, et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant. Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit.
Ainsi cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensais qu'une ablution me ferait quelque bien. Je me baissai donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbach. Que l'on juge à ma stupéfaction, je foulais un granit sec et raboteux. Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds. Chapitre 27. Perdu dans le labyrinthe. Je ne puis peindre mon désespoir. Nul mot de la langue humaine ne rendrait mes sentiments. J'étais enterré vif, avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif. Machinalement, je promenais mes mains brûlantes sur le sol, que ce roc me sembla desséché. Mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau? Car enfin il n'était plus là. Je compris alors la raison de ce silence étrange quand j'écoutai pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parviendrait pas à mon oreille. Ainsi, au moment où mon premier pas s'engagea dans la route imprudente, je ne remarquai point cette absence du ruisseau. Il est évident qu'à ce moment une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi, tandis que le Hansbach, obéissant aux caprices d'une autre pente, s'en allait avec mes compagnons vers des profondeurs inconnues. Comment revenir? De traces il n'y en avait pas. Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit. Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème. Ma situation se résumait en un seul mot. Perdu. Oui, perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable. Ces 30 lieues d'écorce terrestre pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable. Je me sentais écrasé. J'essayais de ramener mes idées aux choses de la terre. C'est à peine si je puis y parvenir. Hambourg, la maison de Königstrasse, ma pauvre Grauben, tout ce monde sous lequel je m'égarais passa rapidement devant mon souvenir effaré. Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, M. Fredrickson, le Sneffels. Je me dis que, si dans ma position je conservais encore l'ombre d'une espérance, ce serait signe de folie et qu'il valait mieux désespérer. En effet, quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et disjoindre ces voûtes énormes qui s'arc-boutaient au-dessus de ma tête? Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons? « Oh, mon oncle !» m'écriai-je avec l'accent du désespoir. Ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres, car je compris que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour. Quand je me vis ainsi, en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeais au secours du ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère que je n'avais connus qu'au temps des baisers, revinrent à ma mémoire. Je recourus à la prière, quelque peu de droit que j'eusse d'être entendu du Dieu auquel je m'adressais si tard, je l'implorai avec ferveur. Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme, et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence. J'avais pour 3 jours de vivre, et ma gourde était pleine. Cependant, je ne pouvais rester seul plus longtemps. Mais fallait-il monter ou descendre? Je devais arriver ainsi au point où j'avais abandonné la source, à la funeste bifurcation, là où, une fois le ruisseau sous les pieds, je pourrais regagner le sommet du Sneffels. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt? Il y avait évidemment là une chance de salut. Le plus pressé était donc de retrouver le cours de Hansbach. Je me levai et, m'appuyant sur mon bâton ferré, je remontai la galerie. La pente était assez raide. Je marchais avec espoir, sans embarras, comme un homme qui n'a pas le choix du chemin à suivre. Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas. J'essayais de reconnaître ma route à la forme du tunnel, à la saillie de certaines roches, à la disposition des anfractuosités. Mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit. Et je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation. Elle était sans issue. Je me heurtai contre un mur impénétrable et je tombai sur le roc. De quelle épouvante, de quel désespoir je fus saisi alors, je ne saurais le dire. Je demeurai anéanti,
Ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit. Perdu dans ce labyrinthe, dont les sinuosités se croisaient en tous sens, je n'avais plus à tenter une fuite impossible. Il fallait mourir, de la plus effroyable des morts, et chose étrange, il me vint à la pensée que, si mon corps fossilisé se retrouvait un jour, sa rencontre à 30 lieues dans les entrailles de la terre soulèverait de graves questions scientifiques. Je voulus parler à voix haute, mais de rauques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées. Je haletai. Au milieu de ces angoisses, une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit. Ma lampe s'était faussée en tombant, et je n'avais aucun moyen de la réparer. Sa lumière pâlissait, elle allait me manquer. Je regardais le courant lumineux s'amoindrir dans le serpentin de l'appareil. Une procession d'ombres mouvantes se déroula sur les parois assombries. Je n'osais plus abaisser ma paupière, craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive. À chaque instant, il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que le noir m'envahissait. Enfin, une dernière lueur trembla dans la lampe. Je la suivis, je l'aspirai de regard, je concentrai sur elle toute la puissance de mes yeux, comme sur la dernière sensation de lumière qu'il leur fut donné d'éprouver, et je demeurai plongé dans les ténèbres immenses. Quel cri terrible m'échappa! Sur terre, au milieu des plus profondes nuits, la lumière m'abandonne jamais entièrement ses droits. Elle est diffuse, elle est subtile. Mais si peu qu'il en reste, la rétine de l'œil finit par l'apercevoir. Ici, rien. L'ombre absolue faisait de moi un aveugle, dans toute l'acceptation du mot. Alors ma tête se perdit. Je me relevai, les bras en avant, essayant des tâtonnements les plus douloureux. Je me pris à fuir, précipitant des pas au hasard dans cet inextricable labyrinthe, descendant toujours courant à travers la croûte terrestre, comme un habitant des failles souterraines appelant, criant, hurlant, bientôt meurtri aux saillies des rocs, tombant et me relevant ensanglanté, cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage, et attendant toujours que quelque muraille imprévue vint offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser. Où me conduisit cette course insensée? Je l'ignorerai toujours. Après plusieurs heures sans doute à bout de force, je tombai comme une masse inerte le long de la paroi, et je perdis tout sentiment d'existence. Chapitre 28. Conversation dans l'espace souterrain. Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mais mouillé de larmes. Combien dura cet état d'insensibilité? Je ne saurais le dire. Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps. Jamais solitude ne fut semblable à la mienne, jamais abandon si complet. Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang. Je m'en sentais inondé. Ah, combien je regrettais de n'être pas mort! Et que ce fût encore à faire. Je ne voulais plus penser. Je chassais toute idée, et vaincu par la douleur, je me roulais près de la paroi opposée. Déjà, je sentais l'évanouissement me reprendre, et avec lui l'anéantissement suprême, quand un bruit violent vint frapper mon oreille. Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre, et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu dans les lointaines profondeurs du gouffre. D'où provenait ce bruit? De quelque phénomène sans doute qui s'accomplissait au sein du massif terrestre? L'explosion d'un gaz ou la chute de quelque puissante assise du globe? J'écoutais encore. Je voulus savoir si ce bruit se renouvellerait. Un quart d'heure se passa. Le silence régnait dans la galerie. Je n'entendais même plus les battements de mon cœur. Tout à coup, mon oreille appliquée par hasard sur la muraille crut surprendre des paroles vagues, insaisissables, lointaines. Je tressaillis. C'est une hallucination, pensai-je. Mais non. En écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix. Mais de comprendre ce qui se disait, c'est ce que ma faiblesse ne me permit pas. Cependant, on parlait, j'en étais certain. J'eus un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes, rapportées par un écho. Peut-être avais-je crié à mon insu.
Je fermai fortement les lèvres et j'appliquai de nouveau mon oreille à la paroi. Oui, certes, on parle. Et, me portant même à quelques pieds plus loin, le long de la muraille, j'entendis plus distinctement. Je parvins à saisir des mots incertains, bizarres, incompréhensibles. Ils m'arrivaient comme des paroles prononcées à voix basse, murmurées pour ainsi dire. Le mot « Furlorad » était plusieurs fois répété, et avec un accent de douleur. Que signifiait-il? Qui le prononçait? Mon oncle ou Hans, évidemment. Mais si je les entendais, ils pouvaient donc m'entendre. « À moi! À moi !» criai-je de toutes mes forces. « À moi !» J'écoutais, j'épiais dans l'ombre une réponse, un cri, un soupir. Rien ne se fit entendre. Quelques minutes se passèrent, tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit. Je pensais que ma voix affaiblie ne pouvait y arriver jusqu'à mes compagnons. « Car ce sont eux, répétai-je. Quels autres hommes seraient enfouis à 30 lieues sous terre ?» Je me remis à écouter. En promenant mon oreille sur la paroi, je trouvai un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité. Le mot Furlorad revint encore à mon oreille, et puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torpeur. « Non, dis-je, non. Ce n'est point à travers le massif que ces voix se font entendre. La paroi est faite de granit. Elle ne permettrait pas à la plus forte détonation de la traverser. Ce bruit arrive par la galerie même. Il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier. » J'écoutai de nouveau, et cette fois, j'entendis mon nom distinctement jeté à travers l'espace. C'était mon oncle qui le prononçait. Il causait avec le guide et le mot Furlorad était un mot danois. Alors je compris tout. Pour me faire entendre, il fallait précisément parler le long de cette muraille qui servirait à conduire ma voix comme le fil de fer conduit l'électricité. Mais je n'avais pas de temps à perdre. Que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas et le phénomène d'acoustique eût été détruit. Je m'approchai donc de la muraille et je prononçai ces mots aussi distinctement que possible. « Mon oncle Lindenbrock !» J'attendis dans la plus vive anxiété. Le son n'a pas une rapidité extrême. La densité des couches d'air n'accroît même pas sa vitesse. Elle n'augmente que son intensité. Quelques secondes, des siècles se passèrent, et enfin ces paroles arrivèrent à mon oreille. « Axel, est-ce toi ?»« Oui, répondis-je. »« Mon pauvre enfant, où es-tu ?»« Perdu dans la plus profonde obscurité. »« Mais ta lampe ?»« Éteinte. »« Et le ruisseau ?»« Disparu. »« Axel, mon pauvre Axel, prends courage. »« Attendez un peu. Je suis épuisé. Je n'ai plus la force de répondre, mais parlez-moi. »« Courage, reprit mon oncle. Ne parle pas, écoute-moi. Nous t'avons cherché en remontant et en descendant la galerie. Impossible de te trouver. Ah, je t'ai pleuré, mon enfant. Enfin, te supposant toujours sur le chemin du Hansbach, nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil. Maintenant, si nos voix peuvent se réunir, pur effet d'acoustique, nos mains ne peuvent se toucher. Mais ne désespère pas, Axel, c'est déjà quelque chose de s'entendre. Pendant ce temps, j'avais réfléchi. Un certain espoir, vague encore, me revenait au cœur. Tout d'abord, une chose m'importait à connaître. J'approchai donc mes lèvres de la muraille et je dis « Mon oncle !»« Mon enfant !» me fut-il répondu après quelques instants. « Il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare. »« Cela est facile. »« Vous avez votre chronomètre ?»« Oui. »« Eh bien, prenez-le, prononcez mon nom, en notant exactement la seconde où vous parlerez. Je le répéterai et vous observerez également le moment précis auquel vous arrivera ma réponse. »« Bien. Et la moitié du temps compris entre ma demande et ta réponse indiquera celui que ma voix emploie pour arriver jusqu'à toi. »« C'est cela, mon oncle. »« Es-tu prêt ? » »« Oui,
Eh bien, fais attention, je vais prononcer ton nom. J'appliquai mon oreille sur la paroi, et dès que le mot Axel me parvint, je répondis immédiatement « Axel !» puis j'attendis. « 40 secondes, dit alors mon oncle. Il s'est écoulé 40 secondes entre les deux mots. Le son met donc 20 secondes à monter. Or, à 20 000 pieds par seconde, cela fait 20 400 pieds, ou 1 lieue et demie et 1/8. »« 1 lieue et demie, murmurai-je. Eh bien, Axel, ça se franchit. Mais faut-il monter ou descendre? Descendre, et voici pourquoi. Nous sommes arrivés à un vaste espace, auquel aboutissent un grand nombre de galeries. Celle que tu as suivie ne peut manquer de t'y conduire, car il semble que toutes les fentes, les fractures du globe rayonnent autour de l'immense caverne que nous occupons. Relève-toi donc, reprends ta route, marche, traîne-toi s'il le faut, glisse sur les pentes rapides, et tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin. En route, mon enfant, en route. Ces paroles me ranimèrent. Adieu, mon oncle, m'écriai-je, je pars. Nos voix ne pourront plus communiquer entre elles du moment que j'aurai quitté cette place. Adieu donc. Au revoir, Axel, au revoir. Telles furent les dernières paroles que j'entendis. Cette surprenante conversation, faite au travers de la masse terrestre, échangée à plus d'1 lieue de distance, se termina sur ces paroles d'espoir. Je fis une prière de reconnaissance à Dieu, car il m'avait conduit, parmi ces immensités sombres, au seul point peut-être où la voix de mes compagnons pouvait me parvenir. Cet effet d'acoustique très étonnant s'expliquait facilement par les seules lois physiques. Il provenait de la forme du couloir et de la conductibilité de la roche. Il y a bien des exemples de cette propagation des sons non perceptibles aux espaces intermédiaires. Je me souvins qu'en maint endroit ce phénomène fut observé, entre autres dans la galerie intérieure du dôme de Saint-Paul à Londres, et surtout au milieu de ces curieuses cavernes de Sicile, ces latomies situées près de Syracuse, dont la plus merveilleuse en ce genre est connue sous le nom d'oreille de Denys. Ces souvenirs me revinrent à l'esprit, et je vis clairement que, puisque la voix de mon oncle arrivait jusqu'à moi, aucun obstacle n'existait entre nous. En suivant le chemin du son, je devais logiquement arriver comme lui, si les forces ne me trahissaient pas en route. Je me levai donc, je me traînais plutôt. La pente était assez rapide, je me laissai glisser. Bientôt la vitesse de ma descente s'accrut dans une effrayante proportion et menaçait de ressembler à une chute. Je n'avais plus la force de m'arrêter. Et tout à coup, le terrain manqua sous mes pieds. Je me sentis rouler en rebondissant sur des aspérités d'une galerie verticale, un véritable puits. Ma tête porta sur un roc aigu, et je perdis connaissance. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.